Merci beaucoup de votre invitation. J'ai vu que, si j'ai bien compris, là, le titre qu'on avait mis, c'est «Les sciences et la vérité». Donc effectivement, c'est 2 mots, qui sont, fondamentaux et je pense que dans la conjoncture actuelle, cette réflexion-là sur les 2 mots est importante parce que moi, je défends la thèse depuis, bon, une dizaine d'années, là, qu'on vit dans une conjoncture que j'appelle néo-romantique, où on met de l'avant une confusion de plus en plus claire entre, ou plutôt de plus en plus évidente, entre des mots qui ont, des sens différents, qui sont les 3 mots suivants: croyance, connaissance et science. Et cette confusion-là entre les 3 amène bien sûr des conséquences, parce que les mots ne sont pas sans conséquences. On ne peut pas jouer sur les mots ont des sens différents, il y a des raisons à ça. Donc je vais commencer par rappeler le sens habituel de ces mots et ensuite voir comment la confusion de ces mots-là a une fonction. Et c'est fondé sur une thèse aussi que je défends depuis longtemps, que je résume au fond dans une phrase courte, qui est le titre d'un texte d'un grand sociologue français qui est maintenant décédé, qui était Michael Pollack, qui avait écrit dans la revue Sociologie et Société, la revue québécoise de sociologie, donc, euh, un article dont le titre m'avait frappé, qui s'applique à plein de choses, mais lui, il l'appliquait à autre chose, qui était l'efficacité par l'ambiguïté. Et effectivement, ça me semble une réalité rhétorique cruciale, cette idée que si on veut être efficace, il faut être ambigu. Donc, il y a une fonction à ça. Et moi, mon travail, c'est d'observer ces confusions pour les ramener à dire, ben, qu'est-ce que vous voulez dire au fond dans ces choses. Donc, rappelons des choses relativement simples. C'est d'autant plus intéressant que c'est des banalités que tout philosophe 101 a appris au cégep en philo. Qu'est-ce qu'une croyance? Donc, c'est une pensée que l'on veut ou qu'on l'on croit vrai. Hein? Je peux croire aux extraterrestres, c'est une croyance. Qu'est-ce qu'une connaissance? Ben, on remonte à Platon dans tes têtes, au fond. Hein? C'est une croyance vraie et justifiée. Bien sûr, tous les philosophes, on ne s'embarquera pas dans un problème où on peut avoir une séance complète sur comment on sait que c'est vrai, puis comment on justifie. Donc, on va. Parce que la vérité, dans ce cas-là, réfère à l'ontologie. Il y a des extraterrestres où il n'y en a pas, et ça, on n'a pas accès sans les preuves. Donc, l'ontologie est liée à l'épistémologie. Donc, comment on peut savoir qu'il y a des extraterrestres? Okay? On peut penser que ça existe et là, trouver des méthodes pour les trouver. Donc, je laisse ça de côté parce que ce sera tout un cours, mais on rappelle qu'une connaissance, ce n'est pas une croyance. C'est une croyance vraie et justifiée. Et ensuite, on a le troisième mot crucial, c'est le mot science. Et on voit souvent, et je vais vous donner des exemples précis, concrets, non pas inventés. Une connaissance, c'est pas la même chose qu'une science. Donc, quelle est ma définition de la science? Chaque fois que moi, que je parle de science, je vais dire une chose très, très précise et rien d'autre. J'ai fait un texte qui le fait aussi, qui le démontre. Pour moi, une science, c'est rendre raison des phénomènes par des causes naturelles. C'est la définition du 17e siècle, c'est rendre raison. Hein, rendre raison de la chute des pommes, ben, c'est Newton, où on peut croire que c'est les anges qui font tomber les pommes. On a le droit de le penser, mais ça ne correspond pas à ce qu'on appelle la science moderne, qui est définie par rendre raison des phénomènes. Le phénomène, c'est ce qui apparaît, les pommes tombent. On sait tous que les pommes tombent. En général, hein, parce que vous savez qu'au Québec, il y a une variété de pommes qui ne tombent pas l'hiver. Et ce sont ces pommes-là, d'ailleurs, je suis allé voir le verger, il n'y a pas de miracle. Et ils font justement le cidre de glace avec ce pommier-là. Et le créateur de ça m'avait expliqué, avait expliqué au groupe qui venait voir qu'il s'était promené, puis il avait été frappé de voir un hiver, dans une cour d'un individu, que les pommes étaient toujours dans le pommier alors qu'on était en plein hiver. Donc, il était allé là, il a dit, est-ce que je peux prendre une bouture pour voir quelle sorte de pommier que c'est ça? Et donc, il avait trouvé le genre de pommier, etc. Donc, il y avait la connaissance, et ça,
on peut avoir une connaissance sans en avoir la science. L'exemple que je prends toujours, parce qu'il est actuel, c'est la relation entre les Autochtones et Jacques Cartier, qui arrive avec son équipage à l'hiver 1635. Évidemment, tout son équipage a le scorbut, les dents là, sont malades. Là, Jean Cartier va voir les Iroquois, il finit par comprendre, et les Iroquois disent Anéda. Anéda. C'est quoi ça, l'anéda? Ben, c'est un arbre. On pense, selon les botanistes actuels, que c'est un tuya occidentalis, c'est-à-dire une sorte de pin. C'est comme c'est l'hiver, il faut que les feuilles soient dans l'arbre, donc c'est nécessairement une forme de pain. Donc, l'anéda, c'est de dire, tu prends des feuilles d'anéda, tu mets ça dans l'eau chaude, tu brosses ça, tu bois ça, ça guérit le scorbut. Donc, les Autochtones avaient découvert une connaissance. Ce n'est pas une connaissance autochtone, là, comme on entend. Là. On va y revenir à ces niaiseries de connaissance autochtone. C'est une connaissance simplicitaire, comme disent les philosophes. Donc, une fois que Jacques Cartier sait que l'anéda guérit le scorbut, il dit OK, bye-bye, puis je le sais, et je m'en vais avec ça. Ce n'est pas une appropriation parce que je ne lui enlève rien. Hein. La connaissance, ce n'est pas une appropriation parce que si je m'approprie un livre, ben, l'autre n'a pas son livre. Donc, il faut faire attention aux mots. Donc, c'est une connaissance qu'ils avaient. Mais il faut attendre au 19e siècle pour avoir la science de la guérison du scorbut. C'est quoi? Ben, c'est la vitamine C. De sorte qu'aujourd'hui, on ne court pas dans le bois les tuyas occidentalistes, on fait la synthèse de la vitamine C. Bon, ça, c'est la science du scorbut. Donc, il y a trois choses complètement différentes et les confondre est dangereux, va amener à des impasses. Okay, donc, ça, c'est ça qui est important. Et donc, quand on parle de la vérité, effectivement, on se dit, mais qu'est-ce que la vérité? Bon, mais là, on tombe dans la philosophie analytique. Austin va faire la distinction entre la vérité et ce qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est ce qui est, et c'est aussi la théorie la première théorie de la vérité, on la trouve chez Platon, on la trouve chez Aristote. C'est ce qui est, j'avais pris la définition à quelque part pour être précis, là. OK, c'est ce qui correspond aux faits. OK, donc où on dit ce qui est adéquat à la réalité. Hein, c'est la définition d'Aristote, bien sûr. Après, on peut dire comment savoir que c'est adéquat à la réalité. Donc, sur le plan abstrait, la définition est claire. Sur le plan concret, qu'est-ce qui est adéquat? Est-ce que ça correspond à la réalité? Est-ce que ça correspond aux faits? Qu'est-ce que ça veut dire? On n'y viendra pas parce que c'est un cours complet aussi, mais on a simplement à prendre la différence simple entre le système de Ptolémée qui pense avoir la science des astres et le système de Copernic. Bien sûr, nous, aujourd'hui, on a de bonnes raisons de croire que le système de Ptolémée n'est pas bon, bien qu'il marche très bien dans un algorithme. On peut aller sur la Lune, j'ai toujours dit, là, avec le système de Ptolémée, mais c'est faux au sens de la physique. Mais c'est un algorithme, il suffit de mettre des épicycles supplémentaires, puis on va finir par avoir une précision. C'est ce qui explique que le système de Ptolémée a duré 1500 ans. Déjà plus longtemps que le système jusqu'actuel de Newton et même d'Einstein, qui date d'un siècle. Donc, ça, ce sont des détails. Mais je pense que c'est très important de distinguer les trois. Donc, en quoi c'est dangereux? Mais là, je vais vous donner quelques exemples. Dans la revue Nature, en janvier 2024, la revue Nature, qu'on considère comme le paragon de la rationalité et de la science, ils font paraître une forme d'éditorial que les autres appellent un point of view. Mais Nature ne choisit pas n'importe lequel. Moi, quand j'envoie une lettre à Nature, il la refuse. Donc, Nature ne publie pas n'importe quel type de point de vue. Donc là, c'est intéressant qu'ils font apparaître le point de vue d'un étudiant du MIT au doctorat en astronomie et astronautique qui se présente comme un Navajo de la tribu Navajo, etc., avec des noms que je suis incapable de prononcer, dans lequel il nous dit que la Lune est sacrée et que lui, en étudiant au MIT, on a séparé la sensation de l'espace et la spiritualité de l'espace avec la Lune. Mais que la Lune est sacrée parce qu'elle éclaire sa grand-mère depuis des millénaires. Je traduis un peu ce qu'il en fait. Et il termine ainsi. Il dit donc, il faudrait tresser ensemble, c'est le mot à la mode, on tresse, parce que ça vient d'une vision autochtone, on tresse ensemble les sciences autochtones et les sciences occidentales de façon à résoudre des problèmes
et conduire à l'élaboration de politiques d'approche innovantes, évidemment le mot innovante doit être là, on sait, qui protégeraient et célébreraient notre lune commune. Donc là, on est dans la phrase parfaite de ce que j'appelle le néo-romantisme, où on parle en plus de sciences autochtones. Et là, on vient de voir, si vous suivez ça, parce que j'ai fait un certain nombre de travaux sur les connaissances autochtones et la rhétorique des discours des Autochtones, et pendant très longtemps, on disait qu'on a des connaissances autochtones. Et là, je démontrais, entre autres au gouvernement, que là, il y a une confusion entre des connaissances découvertes par des Autochtones, comme le scorbut. En France, il n'y avait pas trop de neige, là, il y en a plus aujourd'hui, donc c'est bon qu'ils savent comment guérir le scorbut, là, parce que s'il y a plein de neige, ils vont voir le scorbut, les Français. Mais comme ils ont la synthèse de vitamine C, il n'y a pas de problème. Et donc, je leur ai dit, attention, les connaissances découvertes par les Autochtones sont transmises. Et donc, c'est des connaissances simplicitaires. On ne peut jamais mettre un adjectif à droite de connaissance. Il n'y a pas de connaissances féministes, quoique il y en a qui pensent qu'il y a des connaissances féministes, ça n'existe pas. Il n'y a pas de connaissances occidentales. Selon la philosophie, il y a des connaissances. Et donc, la connaissance, elle est vraie, elle est fausse, elle est utile ou inutile. Savoir que l'univers a 14,5 milliards d'années, les astronomes savent ça, mais on s'en fout comme l'an 40, parce que ça n'a aucun intérêt. Ça ne sert à rien. Mais c'est vrai quand même. Donc, il y a peu d'adjectifs qu'on peut mettre à côté du mot connaissance. Le problème, c'est que si on ne définit pas science, on se dit, mais de quoi on parle? Et j'ai tout lu ces affaires-là. À chaque fois, on dit, mais c'est quoi la science? Ah, dis attention, on n'a pas juste des connaissances, on a aussi ce qu'on appelle des modes de connaissance. Et là, c'est intéressant parce que mode de connaissance en épistémologie, ça veut dire comment on atteint la connaissance. Par exemple, si on dit qu'il y a des extraterrestres, ça, c'est l'ontologie. Il y a des choses dans le monde, il y a des électrons, il y a des atomes. Ça, c'est l'ontologie. Mais l'épistémologie, c'est de dire, oui, mais comment je vais les connaître? Quelles sont les conditions de la connaissance et les méthodes de la connaissance? Donc là, on dit, OK, il y a des modes de connaissance autochtones. On dit, OK, comment ça marche? Est-ce qu'on prend la table Ouija et on inspire, oui, l'esprit est présent? La réponse est non. Donc, on est incapable de savoir quels sont ces modes de connaissance. Et donc, la rhétorique, c'est de dire, il existe des modes de connaissance, nous avons des modes de connaissance. C'est ce qu'on dit au gouvernement fédéral, qui, lui, en bon trudeauiste, il dit, il faut respecter les modes de connaissance autochtones. Et là, moi, je leur dis, oui, oui, mais dites-le-moi, c'est quoi les modes de connaissance autochtones? Hein? Parce que si on me dit qu'il y a des ours dans le nord, on va aller là avec des drones ou avec des gens en raquettes, puis on va les mesurer, on va les voir. Mais si on dit non, 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 c'est mon esprit qui dit qu'il y a des ours, ça ne marchera pas. Voyez-vous, donc les modes de connaissance ne sont jamais définis. Et quand je vous dis ça, on verra dans la discussion, mais c'est des exemples concrets. Si ça vous intéresse, j'ai fait un texte dans la revue de Droit et Société dont le titre était L'esprit de l'ours contre la station de ski. C'était dans la Cour suprême. Et là, les juges de la Cour suprême s'arrachent les cheveux de sa tête parce que le représentant des avocats autochtones dit, écoutez, si vous construisez une station de ski sur le mont qui est en Colombie-Britannique, l'esprit de l'ours va s'en aller. Fait que là, il y a un des juges, il dit, excusez, il dit, je m'excuse de vous interrompre, mais il dit, est-ce que vous parlez de l'ours ou de l'esprit de l'ours? L'avocat qui représente un peu mal à l'aise, on peut voir le body language, il dit, non, non, je parle de l'esprit de l'ours. OK, OK, OK. Et donc, évidemment, j'avais prévu en suivant le débat live, puis ensuite j'ai fait le texte, qu'il allait perdre. Pourquoi? Parce que l'esprit de l'ours, on peut croire que l'esprit de l'ours est là. L'ours, on le voit. Et d'ailleurs, il y a eu des changements à la station de ski pour que les ours soient tranquilles dans le coin gauche. L'esprit de l'ours, la juge dit, en tournant autour, en étant gentil avec les Autochtones, que l'esprit de l'ours, ça, nous, on ne parle pas de ça. Hein? Comme moi, vous ne me croyez pas, mais moi, je sais, j'ai l'ange Gabriel qui me suit et ça m'aide à être énergique. Mais ça, vous ne me croyez pas, puis je vous comprends. Donc, voyez-vous, la confusion entre science, jamais définie, mode de connaissance, jamais défini, a une fonction d'efficacité par l'ambiguïté, c'est le respect de nos modes de connaissance, jamais définis. Or, l'intérêt de la science, c'est de dire, depuis le 17e siècle, essentiellement, c'est rendre raison des phénomènes par des causes naturelles. On a tenté d'expliquer pourquoi les pommes tombent pendant longtemps
Aristote a une théorie qui dit c'est parce qu'ils ont hâte de revenir au centre de la Terre. Newton dit non, il y a le champ gravitationnel, et donc c'est ça qu'on croit nous, puis en plus c'est mathématique, c'est 1 sur R carré. Donc, oui, donc il y a des modes d'explication qui sont différents. Et donc ça, c'est bien, bien, bien important. Et donc, qu'est-ce qui est vrai? Bien, c'est ce qui est conforme à la réalité. Et là, on tombe dans les mesures qui dépendent du temps. On disait que chez l'historien des sciences, il va de soi que les normes de démonstration de la vérité, de ce qui est un fait, ne sont pas les mêmes au 17e siècle qu'au 20e siècle. Et même au 20e siècle, hein, on oublie souvent qu'il y a eu des transformations majeures dans les modes de démonstration de preuves, donc de établissement de la vérité en médecine. Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, en gros, c'est ce qu'on appelle le bedside médecine, c'est les cliniciens qui vous suivent, qui vous donnent des pilules et qui font une petite étude de cas. On dit, ben là, j'avais 20 patients, je les ai donné tel type de pilule et ils ont guéri. Pour lui, c'est une preuve. Les statisticiens sont arrivés là-dedans, les années 40, ils disaient, non, ça ne marche pas de même, là, parce qu'il y a un biais de confirmation. Donc, il faut 2 groupes. Hein, c'est le fameux Clinical Trials CRT, hein, Controlled Clinical Trials, qui s'est imposé et qui a fait que le rapport de force entre les statisticiens et les cliniciens a complètement changé. Et aujourd'hui, ce sont les statisticiens qui contrôlent le système de la preuve. Ce n'est plus les cliniciens. C'est tellement vrai que dans le débat sur le COVID-19, Raoult en France, Didier Raoult qui disait que l'hydroxychloroquine fonctionne, il a été explicitement contre les statistiques et les mathématiques. Ce n'est pas un hasard. C'est qu'en termes de rapport de force, effectivement, c'est un fait sociologique. Après la Deuxième Guerre, les statisticiens disent hey, les cliniciens, tassez-vous, c'est nous autres qui va mesurer qu'est-ce qui est une preuve. Donc, la notion de preuve va évoluer, et ça, c'est très important de le savoir. Mais à chaque moment T1, il y a une notion de preuve qui est dominante. Et depuis le 17e siècle, c'est jamais la vision néo-romantique qui était celle, par exemple, de Goethe avec sa théorie des couleurs contre la théorie de Newton. Hein, ils disaient, la théorie de Newton est fausse parce que ça ne tient pas compte de la chaleur des couleurs. Donc, ce à quoi il fait référence, c'est à une psychologie de la perception qu'on retrouve chez Merleau-Ponty ensuite au 20e siècle. Alors que Newton se limitait à ce qu'il appelle une physique des couleurs, c'est-à-dire la longueur d'onde et la fréquence qui tombe sur la rétine, etc. Donc, si on veut avancer dans ces débats-là, il faut être précis. Mais l'idéologie rend difficile d'essayer d'être analytique. Et donc, je vais vous citer aussi une intervention en 2019 au Québec. Il y a eu un gros débat. Je ne donne pas le détail par charité chrétienne, mais qui a amené un groupe de féministes, de professeurs qui se disent féministes dans la revue Affaires universitaires, qui est un magazine universitaire qui est publié par les universités du Canada, qui est un magazine dans lequel elles disent en titre, c'est où cette affaire-là? Ah oui, pour en finir avec le mythe de l'objectivité. Donc là, il nous sort la casserole classique sur l'objectivité n'existe pas, tout le monde est subjectif, sans nous jamais définir ce que veut dire ces mots-là. Et donc, et là, ici, on a encore une ambiguïté totale qui fait qu'on a un dialogue de sourds. Donc, un de mes arguments, c'est de dire, la plupart de ces dialogues-là sont absurdes et mènent à rien parce qu'on ne sait jamais de quoi on parle. Et donc, exemple, il y a même une phrase complètement surréaliste dans laquelle les auteurs écrivent que je cite, l'objectivité, c'est la subjectivité des hommes. Donc là, la discussion vient d'être close parce que là, je vous annonce que moi, je suis un homme et donc je ne peux pas parler d'objectivité parce que c'est les hommes qui ont défini. Vous voyez qu'on nage en pleine confusion intellectuelle. Alors qu'il faut simplement définir le mot objectivité. Hein, c'est lié à l'objectivation, à construire l'objet comme une distance par rapport à nous. Et je donne la plupart du temps l'exemple du chirurgien. Si vous observez un chirurgien, la raison pour laquelle il y a un tapis bleu sur tout, sauf le petit carré, c'est qu'il faut qu'il regarde le petit carré comme de la mécanique où il va couper les tuyaux, parce qu'il voit que c'est sa belle-mère qui est là. Donc, il fait une objectivation
de distanciation de sa belle-mère pour dire qu'elle lui opère le cœur de façon mécanique comme une pompe, etc. Non, il y a tout un processus d'objectivation. Et l'objectivité, c'est justement cette idée de horizon qui est visé, qu'il y a toujours des obstacles à l'objectivité. C'est une banalité que tout le monde sait. On n'a pas besoin de nous rappeler ça dans l'affaire universitaire. Donc, je pense qu'on peut avancer dans les débats sur... Et en plus, c'est le dernier commentaire sur cet article-là, c'est que structurellement, l'article se contredit parce qu'il veut nous montrer qu'il y a des données qui sont d'ailleurs vraies puis qu'on connaît comme sociologue, là, qu'il y a des données sur la fréquence relative, si on a un échantillon, etc., du harcèlement sexuel, soit dans les milieux de travaux, dans les milieux de travail ou dans les universités. Donc, si on fait une étude statistique où je conclus qu'il y a du harcèlement, la phrase que je viens de dire, c'est que c'est vrai. C'est une vérité qu'il y a du harcèlement dont il faut mesurer le degré sur 15 sur 17, sur 32. C'est une question empirique. Et donc, en disant que l'objectivité, c'est un mythe, puis en affirmant dans le même texte que, par contre, on a démontré scientifiquement qu'il y a de l'inégalité homme-femme, voyez-vous, c'est un tissu de contradiction. La question qui se pose pour le sociologue des sciences que je suis, c'est comment expliquer que des gens s'auto-contredisent sur des niveaux aussi élémentaires et que ce sont des professeurs d'université. Ça fait partie de mes objets de recherche, de dire que la rationalité élémentaire, qui vont contre leurs propres intérêts, parce que je n'ai rien contre leurs intérêts, leurs mesures, mais ce qu'ils écrivent est totalement une contradiction dans les termes. Et en conclusion, l'importance de distinguer qu'est-ce qu'une connaissance, la Cour suprême du Canada, à la suite de la Cour suprême des États-Unis en 1993, elle le fait au Canada en 1994, a défini la Cour suprême du Canada. C'est quoi une preuve? C'est quoi un expert? Et donc, pour arriver à la notion d'expert et de preuve, elle redéfinit ce qu'est, au fond, en gros, la conception classique de, qu'on dirait, pour aller vite, là, la méthode scientifique. Elle écrit « La théorie ou la technique peut-elle être vérifiée ou l'a-t-elle été? » Donc, elle dit « OK, là, vous dites telle chose, est-ce que ça peut être vérifié? Si vous dites qu'il y a plus d'ours blancs que v'là 10 ans, cet énoncé, est-ce qu'il peut être vérifié? Oui ou non? Et deux, est-ce qu'il l'a été? Parce que s'il peut être vérifié, ça ne veut pas dire qu'il l'a été. Peut-être que je n'ai pas eu le temps d'aller compter les... C'est la Cour suprême qui dit. Deuxième argument, deuxième critère, parce que la Cour suprême définit ça comme des critères pour accepter un expert en cours. Donc, on est vraiment, on n'est pas dans la philosophie abstraite, on est dans la réalité. La théorie ou la technique a-t-elle fait l'objet d'un contrôle par des pairs et d'une publication? Et ça, quand on parle au savoir autochtone, la définition du gouvernement fédéral, c'est que la connaissance autochtone, c'est la connaissance des Autochtones du Canada. Le mot connaissance n'est jamais défini. On dit, oui, mais qui a vérifié que c'est une connaissance? C'est une croyance, une connaissance. Donc, le fédéral, je pourrais vous citer les textes après, eux, ils s'en foutent. La Cour suprême, elle, ne s'en fout pas. Troisième chose. Bon, ça, c'est pas important. OK. 4. La théorie ou technique est-elle généralement acceptée? Là, on tombe dans le fait qu'une connaissance, c'est ce qui est vérifiable en principe par toute personne normalement constituée en principe. Donc, c'est ce que la Cour appelle en général la personne raisonnable. Toute personne raisonnable qui se donne les moyens, parce que si tu dis il y a des bosons de Higgs, bien, te donner les moyens de vérifier les bosons de Higgs, il faut que tu te construises un accélérateur de particules de 15 milliards de dollars. Donc, tu peux. Tu n'as pas les moyens, mais en principe, tu peux. OK? Ce que les Américains ont essayé de faire, ils se sont fait couper le budget, mais ils peuvent. Donc, cette idée-là est importante parce qu'elle ne dépend pas si vous êtes autochtone, elle ne dépend pas si vous êtes femme, elle ne dépend pas si vous êtes noir, les yeux bridés ou non. Elle dit, est-ce que c'est accepté, ça, en général? Et on voit donc que la science et la vérité
sont reliés par cette mesure de est-ce qu'on peut vérifier ça? Et ça, c'est grave, hein, parce que je n'ai pas le texte ici, malheureusement, mais je le sais à peu près par cœur. Oui, je l'ai ici. Les organismes subventionnaires du Canada, donc c'est pas n'importe quoi, le CRSH, CRSNG, qui se sont, qui se sont demandé qu'est-ce qu'une connaissance autochtone, parce qu'on ne sait pas trop c'est quoi. Ils ont conclu en disant qu'au fond, ce sont les détentrices, je cite, les détentrices et les détenteurs de savoir qui sont les seuls à pouvoir véritablement définir les savoirs autochtones pour leur communauté. Fait que là, on vient de sortir de l'épistémologie complètement et on tombe dans la tautologie que moi, le grand chef, j'ai l'autorité pour dire ce qui est une connaissance de mon peuple. Voyez-vous? Donc, on est là dans du concret de politique gouvernementale dont l'arrière-pensée non dite est une réforme totale du sens que la philosophie a donné au mot connaissance depuis plus de 2000 ans. Merci. Alors, un grand merci, Yves. C'est une conférence d'une très, très grande richesse hein, qui se pose beaucoup de points d'entrée différents. On pourrait avoir une discussion pendant des heures sur tout ce que tu viens nous dire. Je vais laisser, il y a plusieurs mains qui se sont levées. Il y a Marcello qui voudrait prendre la parole. Alain Manière aussi. Tu as retiré, mais tu pourrais commenter si tu veux après Marcello. Et puis ensuite, Samuel Choniewski qui... Alors donc, Marcello. Oui, merci beaucoup. Vous m'entendez? Merci beaucoup, Yves. Excellente conférence. Moi, j'ai une question. Euh, Est-ce que alors, je suis complètement convaincu par ta démonstration. Je me pose par contre la question de l'évolution historique je ne sais pas comment t'appeler ça, mais je dirais des formes de légitimation ou des formes de comment on trouve la preuve. Hein, tu en as parlé, c'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui évolue, qui change et qui n'est pas forcément. Hein, et donc, ma question, c'est est-ce que ça peut être. On peut dire que vu qu'il est historique, qu'il a aussi un côté culturel. Et donc, est-ce que ça peut être quelque chose qui est influencé par des régimes de pouvoir particuliers? Donc, par exemple, est-ce qu'il y a un régime d'épreuves féministe ou macho? Ça, c'est une question. Et l'autre chose, pour moi, c'est dans les objectifs de la science. C'est-à-dire que pas l'objectivité, et là, c'est ce que je suis d'accord avec toi que ces textes étaient malheureux. Mais je suis moins d'accord avec toi qu'il faille tout jeter. C'est-à-dire que ce que je trouve, par exemple, c'est les objectifs de la science, pas l'objectivité, hein, mais est-ce qu'on étudie justement la prostate ou les ovaires? Là, il y a quelque chose. Hein, voilà. Bon, ça, c'est mes deux questions. De quelle manière, disons, le discours culturel ou certains régimes des pouvoirs, et en particulier hein, féminisme, sexisme, etc., peuvent rentrer dans ces deux composantes-là de la science? Merci. Oui, je te remercie. OK. Donc, je vais répondre d'abord à la première qui m'intéresse énormément. C'est celle, effectivement, de l'évolution des notions de preuve. Je vais donner un exemple qui est assez extraordinaire. Je vais prendre les deux exemples sur lesquels, d'ailleurs, j'ai fait des chroniques pour la science, qui sont très intéressants. Un est ancien, mais l'autre est actuel. Donc, je vais commencer avec celui qui est actuel. C'est qu'il y a eu toujours dans Nature, parce que ça, c'est mon point d'entrée, parce que Nature publie des choses absolument surréalistes du point de vue rationnel. C'est complètement surréaliste. Et c'est pas que je suis d'accord ou non, c'est que je dis comme c'est surréaliste, ça s'en va dans le mur. On peut le prédire sans se tromper, ça s'en va dans le mur. Donc là, il y a une femme qui est une biochimiste en Inde qui fait un texte en disant oui, mais les critères de preuve, là, il faudrait qu'il y ait des critères de preuve minimum. Parce que vous, les riches, je simplifie, là, mais en gros, c'est pas très simplifié, c'est à peu près ça. Vous, dans le Nord, c'est comme on parle du Sud global puis du Nord global, des concepts que tout sociologue doit considérer que c'est prendre des choses avec des gros gants, là. C'est absurde sur le plan scientifique. Mais appelons ça comme ça, parce qu'eux appellent ça comme ça. Vous avez des critères de preuve élevés, par exemple. Moi, si on soumet un article, on a une évaluation par les pairs qui nous dit oui, c'est bon votre article, mais pour nous convaincre que vous avez trouvé tel peptide, il faudra faire un assay avec tel appareil plus récent, parce que là, elle dit, ouais, mais nous autres, on n'a pas les moyens d'acheter cet appareil-là.
Donc, il faudrait avoir des critères de preuve minimum. Nature publie ça. Tabarnak! Fait que là, j'ai fait un texte en disant, ça me rappelle une chose extraordinaire, qui est un fait historique. Autour de 1800, lorsque Lavoisier, non pas autour de 1800, autour de 1778, 1780, avant qu'il se fasse couper la tête par la Révolution, Lavoisier est en chicane avec Priestley, qui est en Angleterre, sur la découverte de l'oxygène. Et ce qui est extraordinaire pour un sociologue comme moi, c'est que Priestley écrit, je cite les textes originaux, il dit, ouais, mais là, Lavoisier, toi, t'es riche, tu as construit des appareils extraordinaires dont on a tous vu là, avec sa femme, là, tu sais, la bulle de verre faite vraiment, non pas par Lavoisier, mais par des artisans de qualité, avec des affaires en métal. Et donc, c'est comme ça qu'il peut mesurer des choses que personne ne peut mesurer. Priestley lui écrit, il dit, ouais, mais ça, là, on ne peut pas croire ce que tu dis, tant que nous, on ne peut pas le reproduire avec nos petites affaires sur le coin de la table. Parce que la science doit être démocratique. En gros, c'est ce qu'il dit, ce qui est extraordinaire, parce que Lavoisier, et ça, c'est ce que d'ailleurs, on oublie souvent, hein, même la plupart des gens de Sciences Po, j'ai fait un test, ça ne savent même pas, mais dans De la démocratie en Amérique de Tocqueville, il y a un chapitre sur la science que personne nie en Sciences Po, mais qui est extraordinaire. Il dit la science est aristocratique. Et l'Amérique démocratique, ça va poser un problème. Donc, toujours est-il que Priestley dit ton affaire, on n'y croit pas tant qu'on n'est pas capable, nous, de mesurer l'affaire. Or, vu après, on sait très bien que c'est Lavoisier qui a raison. Donc, j'ai intitulé mon texte « Le coût des preuves ». C'est que le coût des preuves a augmenté dans le temps. Puis effectivement, Priestley et les amateurs, que nous, on appelle des amateurs entre guillemets, qui travaillent sur le coin de la table, sont exclus du champ scientifique par le coût. Et si on dit « oui, mais ça, c'est arbitraire », ça, c'est l'argument classique. Attention, non, c'est démontré par les conséquences. Quand on dit, parce que vous savez, j'ai fait plein de débats sur science et religion, puis on dit, ah, la science, c'est une religion. Non, la science, ses fondements ne sont pas démontrés par une démonstration. C'est impossible de démontrer qu'on peut expliquer le monde. C'est absurde. Donc, c'est démontré par ses conséquences. Donc, si tu prends l'appareil de Lavoisier, tu fais des choses que Priestley ne fera pas. Puis 100 ans après, bien, le télescope, par exemple, le télescope de Galilée, ça change les modes de preuve. Tu n'as pas de... Avant, tu faisais de l'astronomie comme Tycho Brahe, c'est facile, tu sors le soir à 11h30, tu regardes au ciel. Hein? Tout le monde est égaux. Puis là, si tu es chanceux, il y a une nova qui apparaît. La nova Gingras, 1980. OK? On voit qu'en astronomie, ça existe encore. La fameuse découverte de la Hale-Bopp, qui est voyons, on en a vu une plein mois, là, un affaire dans le ciel avec une queue. Là. Comète. Comète, excuse-moi. Donc, les amateurs découvrent des comètes. Pourquoi? Parce que les astrophysiciens s'en sacent des comètes et ont des appareils pour voir des trous noirs. Donc, les comètes s'en calissent, ils laissent ça aux jeunes. Donc, il y a des domaines où ça existe. Mais celui qui trouve la comète, ce n'est pas avec le télescope que moi j'ai, qui grossit 30 fois, que j'ai depuis 40 ans, c'est avec des télescopes assez chers. Donc, voyez-vous, la notion de preuve, effectivement, évolue dans le temps. Mais pourquoi qu'on l'accepte? Il y a un rapport de force, c'est un rapport économique. La femme en Inde, elle ne peut pas faire de la science qui est celle de Harvard. Pas compliqué, c'est pas parce qu'elle n'est pas intelligente, c'est que ça coûte 1 milliard. Dans son université, ils ont 100 millions. Mais la discussion est close, elle n'aura pas le Nobel. Je ne dis pas que c'est bien, moi. Moi, je fais de la sociologie, je ne fais pas de la morale. Donc, oui, il y a l'évolution de la notion de preuve qu'on observe et la division du travail. Donc, ça, c'est de la sociologie classique. Deuxième point, que tu soulèves et qui est très important, mais qu'à mon avis, il est simple si on rappelle une définition classique en philosophie des sciences depuis 1938 de Hans Reichenbach, dans son grand livre Experience, je ne sais plus trop quoi, Observation and Experience, c'est la distinction entre ce qu'il appelle le contexte de découverte, qu'on devrait appeler d'ailleurs le contexte de recherche, parce qu'on découvre souvent rien. On cherche, mais on ne découvre pas. Donc, le contexte de recherche, c'est de dire « Ah, moi, là, ma mère est morte du cancer, fait que moi, je travaille sur le cancer du sein. » L'autre dit « Ah, mais moi, mon père est mort du cancer de la prostate, moi, je travaille sur le cancer de la prostate. » OK, on s'en fout. C'est correct. On a le droit de faire ce qu'on veut. Hein? Vous êtes peut-être chimiste, puis moi, je suis physicien. Bon, that's it. Ça, c'est le contexte de recherche. Ce qui est crucial, et je me suis limité à ça dans mon discours, et c'est ce que la philosophie fait aussi, et c'est pour ça que Reichenbach sépare les deux, parce qu'il y a une confusion, là.
C'est le contexte de justification. Une fois que tu dis, hey, moi, là, ma mère est morte, puis m'a guéri le cancer. Puis là, tu fais une découverte. Mais on dit, ta mère est peut-être morte, mais ça ne veut pas dire que tu as raison. Donc, publie ton affaire, puis on verra. Donc, c'est ce que Bachelard disait, l'objectivité est dans l'œil de l'autre. Une belle phrase extraordinaire. Hein? L'objectivité est dans l'œil de l'autre, c'est dit, E égale MC2, c'est pas vrai parce qu'Einstein l'a dit. Non, non, non. C'est vrai parce qu'on a vérifié qu'Einstein ne s'est pas trompé. Et dans d'autres domaines, parce que comme je suis rien des sciences, on oublie souvent qu'Einstein, il a fait un texte complètement faux. Heureusement, l'évaluation par les pairs dit il s'est trompé dans ses calculs, c'est tout faux cette affaire-là. Einstein dit oh, OK, il a tout changé. Donc, le contexte de justification, c'est celui qui m'intéresse. C'est dire tu dis qu'il y a des ours là, tu dis qu'il y a des grenouilles là, allons voir. Effectivement, la politique scientifique, devrait-on mettre plus d'argent sur le cancer de la prostate que sur le cancer du sein? C'est des choix sociaux politiques qui n'ont rien à voir avec la vérité. Absolument rien.